Bonjour, bonjour Michel Levancuyen. Je n'ai pas écorché votre nom, j'espère. Non, c'est juste. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir pour une conférence inédite, un voyage dans le cerveau. Alors, vous êtes chercheur à l'INSERM, vous êtes spécialiste de l'épilepsie, vous dirigez un groupe de recherche, c'est ça, à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mais alors que dans votre précédent livre, Les pouvoirs de l'esprit, paru en 2015 chez Flammarion, vous nous proposiez de devenir acteur de notre bien-être et de notre guérison en agissant sur notre cerveau, entre autres par la méditation que vous pratiquez, l'hypnose ou l'autosuggestion, pour démontrer s'il en était encore besoin que oui, l'esprit a une emprise sur le corps. Dans ce nouvel ouvrage, Changement de décor, vous vous penchez sur un tout autre terrain d'amélioration possible de nos capacités cérébrales, les neurotechnologies. Alors les neurotechnologies, un mot un peu compliqué, qui désigne en fait des innovations technologiques issues pour beaucoup des recherches sur le traitement des maladies du cerveau, type Alzheimer, Parkinson, etc. Et si j'ai bien compris que vous utilisez déjà dans vos recherches, dans votre laboratoire. Alors, il s'appelle Allo, Focus, Melomind, Dream, Muse. Ils sont déjà disponibles sur le marché américain, si j'ai bien compris, et s'adressent au grand public. Ils sont parfois très accessibles, entre 100 et 200 euros pour certains, sans aucune réglementation médicale particulière. Et pour comprendre de quoi on parle exactement, ce sont en majorité des casques avec des électrodes qui vont se brancher sur le cerveau, à l'extérieur, je précise, et qui peuvent parfois se gérer du smartphone, très simplement, pour améliorer toutes sortes de choses, des compétences sportives, apprendre plus vite, être super performant pour son jeu vidéo préféré, mais aussi changer d'humeur, mieux méditer, connaître son état de santé, mieux dormir et même prendre le contrôle de ses rêves. Alors, votre livre se lit comme un récit de science-fiction, absolument passionnant, et peut parfois faire frémir en décrivant des hommes un peu cyborgs, avides de super pouvoirs, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, peut-on vraiment mesurer l'efficacité des neurotechnologies, ou est-ce que ce n'est que du marketing? Quels sont leurs risques? Y a-t-il déjà des réglementations? Nous allons tout comprendre grâce à vous. Merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Alors, je voulais vous poser tout d'abord une question préliminaire. Pourquoi cet attrait récent et exponentiel du grand public pour les neurosciences? Est-ce dû à une augmentation du nombre de parutions ou d'articles dans la presse? Peut-on dire que le sujet s'est démocratisé? Ou sommes-nous tous plus concernés par notre santé, notamment les seniors, plus inquiets de la perte de nos facultés qu'autrefois? C'est une question difficile. Je pense que c'est un mouvement qui est probablement associé aussi aux technologies. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup mieux étudier le cerveau, on peut l'enregistrer. Et je vais faire tout à l'heure une petite expérience avec vous, si vous voulez. C'est très facile d'enregistrer le cerveau, donc on a beaucoup plus une manière technique d'observer en fait son fonctionnement. Et donc ça, c'est un peu la nouveauté. Je pense que c'est pour ça que les neurosciences jouent un rôle maintenant important. Parce qu'en fait, le cerveau, comme vous le savez, très longtemps n'a pas été considéré comme le centre de la pensée. Les gens pensaient que c'était Aristote pensait que c'était le cœur. Donc en fait, c'est relativement récemment qu'on a compris que le cerveau jouait un rôle dans la pensée, dans la cognition, dans les émotions, etc. Donc c'est quelque chose déjà très intéressant, c'est-à-dire que on sent pas son cerveau fonctionner. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très particulier, à la différence des mains. D'autres organes, le cœur, on le sent aussi un peu, le cerveau est totalement transparent. Donc, qui fait que c'est une activité qu'on sait, qui est d'une certaine manière la base de notre pensée, de nos émotions, de notre esprit d'une certaine manière, mais c'est aussi quelque chose qui est relativement mystérieux et donc les neurosciences en fait ouvrent un peu ce mystère, hein. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière cet aspect, disons, totalement imperceptible de notre activité personnelle qui commence à être décrite maintenant. Donc, il y a une appétence du grand public pour comprendre Donc je pense comment ça qu'effectivement, il y fonctionne. a une forme d'intérêt autour de ce mystère. Je pense que c'est surtout ça. Ouais. Alors, on connaît les exosquelettes qui décuplent les capacités musculaires, déjà à l'œuvre dans certaines professions très physiques. Peut-on dire que ces neurotechnologies sont les exosquelettes du cerveau?
Oui, c'est exosquelette, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très très particulier. C'est plutôt rendre extérieur quelque chose une activité qui est transparente, qui est intérieure, hein. Mhm. Donc c'est rendre d'une certaine manière, représenter l'activité du cerveau d'une certaine manière par l'extérieur, sous la forme sur l'écran d'ordinateur qu'on va voir tout à l'heure, ou alors c'est sous forme d'un son. Donc c'est ça, à mon avis, qui est intéressant, et la manière dont, effectivement, ces choses sont extériorisées actuellement, comme d'autres activités, comme les battements cardiaques, si vous portez d'une certaine manière des bracelets connectés ou d'autres choses. Donc toutes ces activités deviennent d'une certaine manière extérieures. On peut les quantifier et on peut les observer au cours du temps. Donc sans être totalement obsédé par ces informations, je pense que ça apporte des informations très intéressantes sur le fonctionnement du corps et le fonctionnement du cerveau en particulier. Ouais. Alors nous avons invité ici Céline Alvarez, une chercheuse qui nous racontait l'extraordinaire plasticité cérébrale du petit Oui, enfant, hein, dont le cerveau produit des millions de milliards oui, de connexions synaptiques, et sa pédagogie reposait sur le fait que selon elle, on n'utilise pas assez l'éponge oui. qu'est le cerveau du petit enfant. Or justement, je voulais avoir votre avis sur cette question parce qu'elle parlait de la très faible perméabilité de l'école aux derniers apports des neurosciences. Est-ce qu'il y aurait une difficulté de la part des blouses blanches de pénétrer le monde des tableaux noirs? Oui, donc le phénomène de base, c'est la neuroplasticité. C'est-à-dire que pour moi, en fait, on a tous déjà un cerveau qui est amélioré. C'est-à-dire que le cerveau a cette formidable capacité de pouvoir transformer sa propre structure. Donc c'est pas un organe figé une fois pour toutes. Et au contraire, tout au long de la vie, même beaucoup plus tardivement qu'on le pensait, en fait, le cerveau peut se modifier, modifier son architecture en fonction des besoins, en fonction de son fonctionnement, et donc peut s'améliorer. Donc c'est ça, à mon avis, qui est très important dans le domaine. Néanmoins, le problème qui se pose, c'est comment, d'une certaine manière, changer son cerveau. Donc tout le monde sait que le cerveau peut se transformer, mais quelles sont les manières, quelles sont les techniques qui permettent d'une certaine manière ces transformations? Et là, c'est plus flou. Donc il y a beaucoup d'ouvrages autour de la neuroplasticité, mais on ne sait pas très bien en fait comment profiter de cet avantage du cerveau. Donc bon, certaines techniques sont connues, comme la méditation. Je pense que c'est vraiment une technique qui permet vraiment au cerveau de se modifier, d'augmenter un certain nombre d'améliorer son bien-être, améliorer l'attention, par exemple. Mais ces techniques restent, disons, parfois assez difficiles d'accès. Et d'après moi, les neurotechnologies sont une manière, d'après moi, assez simple d'aborder en fait la neuroplasticité, ces aspects, disons, qui sont oui. Alors, y a-t-il des périodes de la vie plus propices à l'amélioration du cerveau, à l'apprentissage? Bon, tout le monde sait que c'est plutôt la première phase de la vie. Néanmoins, en fait, ça se passe vraiment à n'importe quel moment de la vie. Donc, à chaque moment, on peut, d'une certaine manière, modifier son cerveau si on fait, d'une certaine manière, on le pratique. On pratique. Donc, ce qui est connu, c'est par exemple au niveau du piano, donc tout ce qui est instrument de musique. Tout le monde sait que les enfants apprennent très rapidement, et c'est plus difficile lorsqu'on est un peu plus âgé, mais néanmoins, c'est possible. Donc, ce cerveau a cette capacité justement de se transformer à n'importe quel âge. Et donc il faut en profiter d'une certaine manière. Oui. Je me demandais si on conservait ces neurones jusqu'à la fin de Non, sa les vie. neurones ont la particularité de pas se régénérer, ou alors, bien sûr, il y a un nouveau phénomène qui a été observé de neurogénération. Donc, il y a certains neurones qui apparaissent dans certaines structures du cerveau, mais c'est relativement rare, hein. Et la plupart du temps, en fait, on garde les neurones qu'on a à la naissance, Initiaux. donc initiaux. Donc, il faut en prendre soin parce que justement, ils peuvent disparaître assez vite. Néanmoins, ce qui change, par contre, c'est pas les neurones elles-mêmes, ce sont les connexions entre les neurones. Donc c'est là où la neuroplasticité joue un rôle, c'est-à-dire que c'est dans l'architecture des interactions. J'ai une image, si vous voulez, je peux vous montrer. Donc, vous voyez, le cerveau, ce sont ces petites cellules que vous voyez ici. Et ces cellules, en fait, sont connectées les unes aux autres par des petits éléments qu'on appelle les synapses. Et là où la neuroplasticité, là où, d'une certaine manière, toute son expérience eh bien, est sculptée d'une certaine manière, c'est dans cette architecture d'interaction entre les neurones. Donc c'est là que ça se passe. Donc les cellules, elles, malheureusement, restent toute la vie, mais ce qui s'y change, c'est les interactions entre C'est les les cellules. connexions. C'est les connexions entre les cellules. Oui. Est-ce que les neurotechnologies sont une promesse de retrouver des capacités perdues ou dégradées? C'est un accès à ces capacités dégradées. Effectivement, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais par exemple pour des méditants, pour la méditation, c'est une manière de commencer par exemple la méditation. Pour les débutants, pour des gens qui ont peu d'expérience, c'est une manière un peu de prendre plus en compte une certaine manière un certain nombre d'éléments. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de complémentaire.
C'est-à-dire que ça permet de manière complémentaire d'autres pratiques, une certaine manière d'avoir un accès à son attention, un accès à son corps, hein. Et donc c'est quelque chose qui est complémentaire, et on n'est pas obligé d'avoir des neurotechnologies. Ça peut aider, mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Il y a tellement d'autres techniques qui sont aussi utiles, mais ça peut aider. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Alors le cerveau, ça se travaille. Il y a beaucoup de livres et de programmes alléchants qui nous promettent des Ouais. résultats incroyables grâce à des petits exercices ludiques sur sa console. Qu'en est-il, selon vous? Donc, effectivement, tout le monde sait que si on pratique une activité, on fait des mots croisés, on devient meilleur aux mots croisés. Donc ça, c'est quelque chose qui est évident. Et il y a la méthode Kawashima, je crois. Donc c'est une méthode que les gens ont beaucoup utilisée. Donc ça, d'une certaine manière, si on fait du calcul mathématique, le calcul, on devient meilleur en tant que dans le domaine des calculs mathématiques. Le problème, c'est que ça ne se généralise pas à d'autres types d'activités. C'est ça le gros problème qui se pose, c'est qu'on est très bon aux mots croisés, mais on est moins bon, on n'est pas meilleur, hein, dans d'autres domaines. Et donc la manière dont les choses se généralisent, c'est quelque chose qui pose un peu un problème de ces méthodes. Et donc il y a dans Nature, par exemple, une étude qui a été faite sur la méthode Kawashima. Et donc les améliorations pour d'autres fonctions, malheureusement, sont stables, alors effectivement, on améliore, par exemple, le calcul mathématique, mais on reste relativement stable pour C'est des d'autres apports activités. très segmentés. Donc, c'est des apports très, Mhm. très précis et très, effectivement, ouais. Alors, dans votre ouvrage, vous expliquez qu'avant d'arriver aux neurotechnologies, on a déjà essayé de booster, d'accélérer artificiellement les capacités du cerveau par des produits chimiques, hein. Ouais. Il y a la ritaline, modafinil, etc., des smart drugs. Est-ce qu'elles auraient finalement montré leurs limites? Bon, donc les smart drugs, c'est un peu compliqué parce que tout le monde en prend un peu. Moi, par exemple, le matin, je prends mon café pour Mm. m'éveiller. Donc, il y a de multiples manières, finalement, de prendre des substances chimiques pour une certaine manière, augmenter un certain nombre d'activités. Néanmoins, le problème, c'est dans les smart drugs comme la ritaline, c'est les effets secondaires extrêmement négatifs. Ça détruit véritablement le cerveau, ça fait l'accoutumance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est déconseillé vivement. Et effectivement, il y a une tendance à certaines personnes sous la pression, la performance, d'utiliser des médicaments qui ne sont pas à usage, en fait, qui sont à usage clinique, mais sont utilisés à d'autres escients. Et ça, c'est un gros problème pour moi. L'intérêt des neurotechnologies, au contraire, c'est d'être beaucoup plus précis. Vous mettez par exemple un casque, vous pratiquez un certain nombre d'activités, vous pouvez ensuite l'enlever. Le problème des drogues, c'est que ça laisse des traces, ça crée des perturbations énormes de votre organisme, et c'est extrêmement mauvais. Donc, je vous déconseille véritablement d'utiliser ce genre de substances, hein. Oui. Alors, dans votre livre, vous faites un retour en arrière très instructif sur toutes les recherches et les expériences qui ont été menées sur le cerveau et l'électricité, Oui. notamment les stimulations électriques qui étaient au départ essentiellement imaginées pour réparer des dysfonctions cérébrales comme celles engendrées Oui. par des maladies de Parkinson, les tics de Gilles de la Tourette. Oui. Vous pensez même aux TOC, en disant qu'on a découvert récemment que Oui. les TOC découleraient peut-être de l'hyperactivité de certains neurones. Aujourd'hui, finalement, on imagine ces stimulations sur des personnes bien portantes. Oui. A-t-on assez de recul, justement, sur les effets secondaires, les risques d'addiction éventuels? Oui, oui. Donc ça, c'est un aspect différent. Et je vais peut-être essayer de distinguer un peu différents types de dispositifs. Donc, il y a des dispositifs qui sont en fait simplement une enregistrement du cerveau. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure ensemble, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui est très passif. Donc, il n'y a aucun danger parce que c'est simplement une écoute passive du cerveau. Donc, il y a d'autres formes de technologies qui agissent sur le cerveau de manière beaucoup plus, disons, agressive, en particulier par des courants électriques. Donc, ce sont bien sûr des courants extrêmement minimes. Donc, ce n'est pas des électrochocs. Donc, c'est des courants qui sont générés par parfois des piles de 9 volts. Donc, c'est vraiment des tout petits courants qui donnent lieu en fait, à des petits chatouillements de votre tête. Donc, c'est rien de particulier. Mais dans ce cas-là, en fait, on connaît très peu les effets secondaires de ce genre de technologie. Et je suis très réticent à l'utilisation grand public de ce genre de technologie. Pour moi, c'est assez proche de drogue. C'est-à-dire que c'est très utilisé, par exemple, c'est utilisé dans le sport. Donc, en particulier, il y a une start-up californienne qui s'appelle Halo Neuroscience qui développe un casque, disons, pour justement booster les performances sportives. Donc, ce casque, c'est comme un casque audio, vous le mettez et il y a des petits pics à l'intérieur qui font des petites stimulations électriques d'une partie du cerveau qu'on appelle le cortex moteur. C'est le cortex qui vous permet
bouger, etc. Et en laboratoire, en fait, c'est une technique qui est très, très, très connue et très ancienne, qu'on appelle la stimulation transcrânienne directe. Et on sait que ce type d'intervention sur le cerveau entraîne en fait une augmentation des performances, en particulier motrices. Donc c'est connu, il y a énormément d'observations de ça en laboratoire. Donc les sportifs, effectivement, ils voudraient bien booster leur capacité également de cette manière. Le problème, c'est, pour moi, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'équitabilité. C'est une forme de dopage électronique inédit, finalement indétectable par les autorités en fait sportives. Donc c'est pour moi un gros problème d'équité par rapport au niveau du sport. Et l'autre problème qui est le plus grave, c'est le problème des effets secondaires. C'est qu'on connaît très peu les effets secondaires de ce genre de simulation. Donc c'est pour moi un gros problème de santé publique. Et donc mon livre, j'insiste sur le fait que ce type de technologie qui est plus agressif nécessite en fait un cadre juridique beaucoup plus précis. C'est en fait l'ensemble de ces technologies profitent du fait qu'elles ne sont pas à objectif médical. Donc simplement le fait de booster les performances, d'améliorer une certaine manière. Améliorer le bien-être, il n'y a pas de réglementation particulière pour c'est pas un cela. objectif médical, donc ça rentre pas dans les lois de bioéthique de 2004. Et donc les industriels profitent de cette occasion pour vendre leurs produits. Et pour moi, c'est un problème, vraiment un problème de santé publique. Et c'est très important, à mon avis, d'ouvrir un débat autour de ça. Bon, j'essaie de le faire dans mon livre, et également de créer un cadre, disons, réglementaire beaucoup plus strict pour ce genre de technologie. Oui. Alors, quels sont les casques disponibles aujourd'hui sur le marché américain, si j'ai bien compris? Donc, il y a des casques qui sont aussi disponibles déjà en France. Donc, vous voulez qu'on fasse déjà un test? Donc, alors, ça, c'est un casque qui s'appelle NeuroSky. Donc, c'est un des premiers qui est sorti. Donc, c'est un casque très simple. Je vais le mettre sur ma tête et on va voir si ça fonctionne. Alors, oui. Donc, c'est un casque qui en fait, a une connexion Bluetooth avec mon ordinateur. Alors, on le met comme ça sur la tête. Tout le monde peut l'essayer. Hein. Il n'y a aucun danger. Ça, on peut l'acheter actuellement? Oui, c'est accessible. Ça coûte 90 €, donc ça coûte rien du tout. Mais alors, quelle partie du cerveau cela stimule? Donc, il n'y a aucune simulation ici. En fait, c'est simplement un enregistrement passif de l'activité du cerveau. Donc, il y a une électrode qui est sur le front et une référence qui est au niveau de l'oreille. C'est tout. Donc, l'activité est enregistrée et est envoyée à mon ordinateur. Je ne sais pas si... Et vous voyez cette activité-là, en fait, ces petites lignes qui passent au cours du temps, en fait, c'est l'activité de mon cerveau maintenant. Alors, il y a aussi une musique qui accompagne, mais il ne faut pas trop faire attention à ça. Je vais l'enlever. Mais vous voyez, donc, ici, dans ce cadre, on a la possibilité directement d'enregistrer l'activité de son cerveau avec ce type de dispositif. Donc, vous voyez, c'est très simple. Alors, cela vous donne des informations sur cette activité? Il y a donc des informations qui sont liées au mouvement de mes yeux. Donc, quand je parle, par exemple, quand je cligne des yeux, un certain nombre de mouvements des yeux créent ce qu'on appelle les artefacts. Donc, par contre, il y a une petite activité qui est liée à l'activité du cerveau, qui est ici en temps réel. Donc, vous voyez, ce sont des fluctuations, ce qu'on appelle les ondes cérébrales, qui apparaissent dans mon cerveau liées à mon activité. Donc, si je me relaxe, il y a des ondes particulières qui apparaissent. Si je suis concentré, il y a d'autres ondes particulières. Et là, en fait, ce type de système permet des jeux. Donc, un jeu, par exemple, ici, c'est l'attention focalisée. Donc, il faut... Alors, si mon attention est focale, je génère dans mon cerveau en fait, des activités très rapides, des ondes particulières qui sont prises en compte par l'ordinateur et qui font en sorte que ici, en fait, ce baril commence à brûler et à un moment donné explose. Donc, je vais essayer de me concentrer. Vous allez voir qu'à un moment donné... Le but est de le faire exploser? Le but est de le faire exploser. Donc, je vais essayer. Bravo. Donc, il explose. Donc, j'ai mis 46 secondes, on peut regarder. Et donc, on peut s'entraîner comme ça à la maison. Mais alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait pour... Donc, moi, j'ai une attention focalisée je focalise mon attention sur les lettres qu'on voit. Et donc, j'essaie de maintenir cette attention. Et donc, ça a un effet directement. Et donc, vous comprenez, vous pouvez vous entraîner à
améliorer votre attention, très simplement. Donc, vous pouvez développer des stratégies, chacun la sienne. On a fait une journée porte ouverte avec ce dispositif. Il y a un mathématicien qui a testé le système et qui s'imaginait des formules mathématiques. Et donc, il arrivait à faire exploser le tonneau à partir Avec des ces formules formules. mathématiques. Alors, ça c'est un exemple. Donc chacun peut y arriver par sa propre voie. Donc, il y a plusieurs stratégies. Chacun trouve sa stratégie. C'est un jeu, en fait. Et donc c'est pour améliorer sa concentration. In Donc là, fine. c'est une manière, donc c'est une illustration pour un système qui permet d'améliorer d'une certaine manière la focalisation de son attention. Un autre me semble aussi très intéressant, c'est lié à la relaxation. Donc ici, en fait, l'objectif, c'est ce qui est peut-être un peu plus difficile à faire en public, c'est donc de se relaxer. Donc, et plus je me relaxe, plus cette boule va monter en l'air. Et donc, j'ai un accès comme ça direct. Donc je vais essayer de le faire, hein. Ça commence déjà un peu. Difficile, je suis fatigué aussi un peu. Difficile de se concentrer le soir. Le soir, et bon, avec le public, c'est difficile, mais vous comprenez, donc c'est un système qui est très intéressant parce que ça permet, d'une certaine manière, de visualiser un tout petit peu une activité qui est liée à la relaxation. Donc, ça vous aide à trouver des stratégies qui vous relaxent, et donc vous pouvez, d'une certaine manière, tous les jours, la pratiquer, et ça ressemble un peu à la méditation, d'une certaine manière. Donc là, les ondes associées sont les ondes particulières qu'on appelle les ondes alpha, qui apparaissent dans le cerveau lorsqu'on est en état relaxé. C'est des ondes qui sont très bien connues depuis un siècle, et c'est des ondes qui apparaissent également lorsqu'on médite. Donc la méditation zen, en fait, on a ces activités qui sont dans le cerveau. Donc la visualisation ici est une aide. Donc vous visualisez un peu l'activité de votre cerveau que vous ne sentez pas. Donc ça, c'est l'inédit ici, c'est que vous ne sentez pas cette activité qui est rendue visible, qui est représentée sur l'écran de l'ordinateur. Sous la forme ici d'une image, ça peut être aussi un son. Donc je vous montrerai tout à l'heure le système MeloMind qui se base sur cette idée. Parce que vous parlez dans votre livre du casque Muse. Le Muse qui est relativement semblable. Fait des gazouillis, des petites vagues lorsque vous arrivez à bien méditer. Et... Si vous voulez, on va essayer avec vous. Si vous voulez, oui, madame. avec plaisir. On va essayer. Je ne sais pas si je vais arriver aussi bien que vous. Parce que... Alors, il faut que je fasse brûler le tonneau ou monter la boule, la sphère. C'est l'activité de votre cerveau. Elle est un peu différente. Ça a l'air plus lent que pour le vôtre, non? Non, c'est l'activité. Vous voyez, donc une activité assez normale. Vous avez des activités liées au mouvement des yeux. Lorsque vous parlez, il y a des perturbations, mais néanmoins, une petite activité qui est celle de votre cerveau. On va maintenant essayer le jeu de la concentration. Là, vous devez vous concentrer. Ah oui. Ça marche bien. Voilà. Bien, donc voilà. Ça donne confiance en soi en fait. Donc ensuite, oui. Donc il faut essayer plusieurs fois. Vous allez voir. Donc si vous avez une stratégie, c'est ça. Élaborer d'autres stratégies. Et c'est celle qui est la plus rapide. Donc vous allez. Mon autre stratégie marche pas aussi bien. Oui. Très bien. C'est une fois, on va faire la relaxation si vous voulez. On va voir. Faire monter la sphère. Essayez de vous relaxer. Donc si vous méditez, ça aide souvent un peu. Parfait. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait. Donc tout le monde peut l'essayer. Peut-être après la présentation, vous pouvez l'essayer comme ça. Donc vous avez vu, c'est un système très simple, c'est ludique. Hein, donc ça se trouve sur le marché français, ce casque. Oui, vous pouvez le trouver ça s'appelle Neurosky. Alors je vais vous montrer, si vous voulez, le système qui s'appelle en fait MeloMind.
Ça, Donc c'est des étudiants, des chercheurs qui étaient dans votre laboratoire, c'est qui l'ont deux créé. étudiants de l'ICEM qui ont fondé en fait après leur thèse leur start-up et qui ont développé ce système. Donc c'est exactement la même idée, à part que c'est en fait représenté par des sons. Donc l'activité de votre cerveau est transformée sous forme de son que vous entendez ici dans le casque audio. Donc vous voyez les électrodes sont ici, à l'arrière de la tête, vous voyez. Donc on pouvait presque l'utiliser dans les transports en commun, il n'y a pas de problème. Donc on n'est pas des cyborgs avec ça, c'est simplement une rétroaction de l'activité cérébrale. Et la particularité ici, c'est que la musique est d'une certaine manière pilotée par l'activité du cerveau et en particulier paramétrée par l'activité de relaxation, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc plus vous relaxez, plus la musique devient intéressante et riche. Et donc vous pouvez vous entraîner comme un sportif qui fait son footing tous les jours, en fait, vous entraînez à vous relaxer. Le but est de créer une composition musicale. Le but est de maintenir un niveau musical élevé et de rapidement arriver à cet état. Donc, c'est cette notion de ce qu'on appelle le neurofeedback. Donc, c'est un système qui est développé et ça se base finalement sur une très vieille idée. Là, il y a un siècle, un Allemand qui s'appelle Hans Berger a observé en fait ça pour la première fois. Et là, ça, c'est un des premiers enregistrements qu'il a fait. Et vous voyez ici, donc là, il était en train de, comme on a fait tout à l'heure, en train de réfléchir. Il avait une attention focalisée. Et là, il s'est détendu. Vous voyez cette activité particulière qui apparaît dans le cerveau. Donc, c'est une activité qui est très ancienne, qui est très connue. Très connue. Et c'est une activité également qui apparaît dans la méditation. Donc, certains types de méditation font apparaître de manière beaucoup plus stable ce type d'activité. Donc, d'après moi, en fait, ces systèmes sont assez proches de la méditation. Alors, pour les puristes, il y a un débat et c'est probablement plutôt pour des débutants, des gens qui commencent la méditation. Ça les aide un peu à débuter. Une approche. C'est une approche. Bien sûr, la méditation, vous avez un accès direct à votre expérience. C'est passé par une technologie. C'est plutôt une source de perturbation qu'autre chose, mais néanmoins, ça peut aider. Ça peut aider vraiment aussi des gens qui ont du mal un peu, qui sont un peu stressés ou qui ont énormément d'activité mentale. Donc c'est neurofeedback en fait une technique qui aide beaucoup, à mon avis, peuvent aider les gens d'après moi. Donc donc ça c'est l'idée. Donc vous voyez, donc vous enregistrez l'activité cérébrale et vous le transformez sous forme de son et comme ça vous avez un accès inédit à une activité que vous n'arrivez pas à sentir directement. Donc c'est le principe du neurofeedback qui a été en fait inventé dans les années 60, ça fait longtemps, par Joe Kamiya qui était à Chicago aux États-Unis. Mais néanmoins la technologie était en fait pas encore au point. Donc vous voyez ici la particularité, c'est que les électrodes sont ce qu'on appelle les électrodes sèches, donc ces électrodes qui ne nécessitent pas de gel. Donc quand vous allez à l'hôpital, vous faites des enregistrements électroencéphalogrammes et les infirmières vous mettent des électrodes avec du gel qui est conducteur et qui permet beaucoup mieux d'enregistrer l'activité cérébrale. Ici, en fait, maintenant, avec les nouvelles technologies, on a cet accès relativement simple avec ce type d'électrode à l'activité cérébrale. Donc, il y a quand même la technologie a fait avancer un tout petit peu le domaine et permet de faire des choses comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Alors, vous parlez d'un casque dans votre livre, je ne sais pas comment ça se prononce, Think, Sync, oui, qui permet finalement de moduler son humeur, oui. d'être, on peut dire, plus positif. Est-ce que c'est quelque chose qui vise les personnes à tendance dépressive, selon vous? Oui. Donc ça, c'est des simulations transcrâniennes. Donc c'est un autre des dispositifs qui est un peu différent. Et je peux vous le montrer. Je crois que j'ai une photo même de ça. Ce système-là, donc, vous voyez, donc c'est une électrode qu'on colle sur le front et une électrode qu'on met derrière l'oreille. Et donc il y a deux modes. Il y a un mode énergisant et un mode calmant. Et là, ce sont des champs électriques qui sont générés, qui stimulent en particulier les nerfs de la face, mais aussi probablement une partie du cerveau. Donc ça rentre, on a parlé tout à l'heure, un peu dans cette catégorie de systèmes dans lesquels en fait on connaît très peu les effets secondaires. Et donc je suis un peu plus prudent et je suis un peu plus, disons, Oui, parce que comment peut-on être aussi précis par rapport à la partie des neurones qui est stimulée? Oui, ça c'est une Finalement, première. il peut y avoir une résonance générale. Exactement. Donc, si vous êtes épileptique, ça peut poser des problèmes. Et aussi, la simulation est très grossière. Donc, vous modulez énormément de zones du cerveau avec ce dispositif. Donc, Mais l'avez-vous essayé? Est-ce que vous ressentez Sync, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai essayé des dispositifs semblables et on sent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des picotements. Donc, le problème n'est pas de l'utiliser quelques minutes. Le problème est si vous l'utilisez de manière extrêmement fréquente, ça pose un peu des problèmes. Il y a un Et ça, c'est système. vendu sans aucune... Non.
censure, Non. réglementation Voilà. particulière. Il y a par exemple ce type de personnes où sur le net, des gens modulent leur activité comme ça, et je suis très très sceptique par rapport à l'efficacité de ce genre de technique. Donc il faut mettre en garde les gens. Hein, Ça, c'est pas... homemade. Oui. Il y a aussi un système il y a ce système-là qui s'appelle Focus, et qui est un système aussi qui permet en fait d'améliorer ses performances aux jeux vidéo, donc qui est aussi commercialisé. Et c'est le même principe, vous avez des électrodes, et pendant que vous jouez aux jeux vidéo, vous avez des petits champs électriques indolores qui sont émis par ces électrodes. Et donc, est-ce qu'il y a, il y a aussi l'addiction? Vous Oui. voyez, déjà, les jeux vidéo sont par définition un peu addictifs. Et est-ce qu'on n'augmente pas l'addiction? Est-ce qu'il y a un coût cognitif? C'est-à-dire que si on stimule, si on améliore une fonction, est-ce qu'une autre fonction n'est pas d'une certaine manière détériorée? Et est-ce que ça ne crée pas aussi des migraines et des choses comme ça? Tout ça, c'est inconnu. Donc, je le redis, et je pense que c'est très important d'avoir une législation qui est beaucoup plus dure pour ce genre de dispositif. Donc, et vous voyez, c'est très différent de ce qu'on vient d'essayer à l'instant. Oui, bien sûr. Vous avez encore sur la tête d'ailleurs, que vous avez oublié, et qui sont des systèmes passifs et qui sont très, très simples d'usage, alors que là, il y a un peu plus de danger, d'après moi. Donc, mais par contre, il y en a d'autres, je vois sur votre papier que... En fait, moi, ce que je voulais évoquer avec vous aussi, c'est Oui. tout le domaine médical. Oui. Parce que finalement, il y a toute une partie dans votre livre où vous parlez de ces électrodes qui nous permettraient de prévenir des maladies, pour un diabétique de savoir que sa glycémie atteint des seuils compliqués, peut-être pour des personnes âgées aussi, de savoir comment elles se comportent à distance. Or, à un moment donné, il y a une forme de collecte de données, de données personnelles qui va être faite. Et on peut se demander un petit peu jusqu'où on ira. Cette, Donc vous voyez, donc ces électrodes-là, donc ces dispositifs sont tous branchés sur les smartphones. Donc les smartphones eux-mêmes sont liés à des réseaux. Donc les données peuvent être collectées et peuvent être ensuite transmises à un tiers. Et donc ces transmissions de données à un tiers, c'est un peu le danger de ce genre aussi de technique. Vous parlez du neuronaute là, pour l'épilepsie, qui est extrêmement appréciable, puisqu'on peut deviner un peu à l'avance si la personne va faire une crise. Et ça peut aussi venir compenser lorsqu'il y a des difficultés pour les médicaments d'absorption, etc. Exactement. Donc, vous voyez, donc, avant, en fait, l'activité que vous avez enregistrée tout à l'heure de votre cerveau, en fait, elle était faite à l'hôpital. Ce sont des systèmes de ce type sur le papier, donc ce sont encombrants à usage strictement médical. Et maintenant, donc, on a des objets connectés de ce type. Donc là, c'est le système Muse qui enregistre de la même manière l'activité du cerveau qu'il transmet à un smartphone. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un passage, il y a un passage à tout à fait notre domaine. Et en particulier, ça permet justement de ce qu'on appelle des wearables. Ce sont des objets qui sont pris avec soi, donc on peut l'utiliser à domicile, même dans les transports en commun, il n'y a aucun problème. Donc ça ouvre d'une certaine manière en fait ce qu'on pourrait appeler la quantification de soi. Donc, il y a des gens, c'est une mode qui est apparue, c'est apparu à San Francisco, je crois, en 2007. Donc, il y a un mouvement un peu qui s'est développé autour de ça, de dire ce qu'on peut améliorer, c'est seulement ce qu'on peut mesurer. Donc, c'est ce qu'on appelle le mouvement du quantified self, donc le moi quantifié, si on peut le traduire en français comme ça. Donc, je ne suis pas un adepte, hein, mais je rapporte simplement ce phénomène que ce sont des gens qui sont en permanence en train de se mesurer. Donc, ils mesurent avec des bracelets connectés. Je pense que beaucoup de gens ont peut-être des bracelets connectés ici, mais ils mesurent leur rythme cardiaque, leur nombre de pas. Et l'activité du cerveau est une activité qui peut être facilement maintenant enregistrée aussi. Donc, vous avez d'une certaine manière un monitoring de l'ensemble de vos activités permanent qui est intéressant, mais qui peut être aussi une source de stress énorme, de vouloir toujours atteindre de nouvelles performances. Et l'intérêt, à mon avis, c'est surtout dans le domaine médical. Et moi, je travaille donc avec une start-up qui s'appelle BioSerenity et qui développe ce type de vêtements. Donc, ce sont des t-shirts connectés. Donc, vous voyez, qui enregistrent en permanence différentes données. Voilà, les battements du cœur, la respiration. On a aussi l'activité cérébrale qui est enregistrée. Et ça, c'est pour les patients épileptiques. Donc, les patients épileptiques font des crises de manière intermittente. Certains patients continuent à faire des crises malgré les médicaments, ce qu'on appelle les épilepsies rebelles. Et donc, le fait d'utiliser ce genre de vêtements connectés leur permet d'une certaine manière de suivre leur activité du cerveau en continu et peut-être de leur prévenir des crises. Donc, on travaille actuellement avec cette start-up. On fait donc en temps réel des analyses des signaux qui sont acquis à ces différents niveaux. On fait des calculs mathématiques
sur les signaux qui sont acquis, un peu de manière en temps réel, alarmer les patients d'un risque de crise imminent. Donc c'est un peu qu'on développe, et je pense que dans le domaine médical, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est ce qu'on appelle la médecine prédictive. Mais alors, est-ce qu'on Donc, va devenir son propre médecin en s'autorégulant dès qu'on voit qu'on atteint un seuil ou qu'on exactement, est dans donc c'est comme le système qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel on a une rétroaction. Donc vous avez une information nouvelle sur votre corps, qui est cette activité cérébrale. Les patients peuvent effectivement profiter de cette information nouvelle pour essayer de se réguler. Donc par exemple, un patient qui va être sur le point de faire une crise, on pourrait penser qu'il se trouve des stratégies peut-être pour éviter la crise. En tout cas, il peut se mettre assis, il peut prendre des médicaments. Donc ça améliore énormément la qualité de vie, et surtout, il participe d'une certaine manière. Souvent, pour les maladies neurologiques, les patients sont malheureusement un peu indépendants de leur maladie. Et là, ça les responsabilise beaucoup plus. Et donc, c'est une médecine qui est participative, dans laquelle les patients et les médecins, d'une certaine manière, participent ensemble en fait, à l'amélioration de la condition. Oui. Dans votre laboratoire, quelles sont les voies que vous explorez pour les neurotechnologies à part le domaine médical? Donc, on travaille donc, au niveau avec des patients épileptiques, mais on travaille surtout au niveau du sommeil. Donc, je peux vous montrer, et comme ça indique un peu les choses. Et il y a une startup qui a été créée en fait à partir de nos travaux à l'ICEM, qui s'appelle en fait un système qui s'appelle Dream. Et c'est un bandeau connecté. Vous voyez ici une On place représentation. sur son front, Voilà. Et c'est un bandeau en fait qui améliore le sommeil. Donc c'est ça l'idée. qui Et va analyser les différentes phases. exactement. Donc il faut se rappeler que le sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement vital pour l'organisme. Donc j'aime bien cette idée de douche neuronale, parce que, en particulier, le sommeil lent, donc c'est une petite partie du sommeil qui est à peu près 20% du sommeil total. Et bien, ce sommeil est extrêmement réparateur. C'est ce sommeil-là qui vous permet de vous sentir à l'aise, vous sentez réveillé le matin. Et ça joue un rôle très important pour débarrasser les toxines. Donc le cerveau, d'une certaine manière, pendant le sommeil, en fait, se débarrasse de toxines qui s'accumulent au cours de la journée. Et ça permet en particulier de se débarrasser, en particulier par exemple, des bêta-amyloïdes. Donc ce sont des protéines et des toxines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Donc le cerveau véritablement se régénère pendant le sommeil. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, en particulier cette phase particulière de sommeil lent. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une forte relation entre le sommeil et puis la mémoire. Donc, donc en particulier la Si on phase ne du dort sommeil pas, on ne lent, retient plus rien. on retient C'est ça. moins. On sait qu'une phase particulière du sommeil, donc ce sommeil profond, permet de consolider la mémoire des souvenirs. Et donc, si par exemple vous voulez vous souvenir d'une belle journée que vous avez vécue, en fait, il faut bien dormir après pour, d'une certaine manière, beaucoup mieux consolider ces souvenirs. Et souvent, cette fonction se dégrade avec le temps. On a plus de mal à s'endormir, plus de mal à dormir, et on a des problèmes aussi de mémoire. Et les deux phénomènes, et les scientifiques l'ont montré, sont très associés l'un à l'autre. C'est qu'on dort moins, et de cette manière, on mémorise moins les choses. Donc le principe en fait de Dream, c'est une certaine manière d'utiliser des sons qui permettent de booster, entre guillemets, les activités du Le sommeil bandeau lent. va émettre des Exactement. sons. Donc c'est un bandeau que vous mettez avant de dormir, et le bandeau automatiquement voit que vous êtes en sommeil profond, et il y a des ondes particulières qui apparaissent dans votre cerveau. Et en fait, il utilise de petits sons, donc ce sont des sons pratiquement inaudibles, qui sont utilisés et qui permettent à des moments très particuliers de rehausser cette activité de votre cerveau. Donc, vous pouvez de manière artificielle augmenter d'une certaine manière la qualité de votre sommeil profond, et donc de bénéficier tous les bénéfices de cette activité. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et prouvé scientifiquement. Qui fonctionne. Qui fonctionne. Et on travaille beaucoup là-dessus. On sait par exemple qu'on peut augmenter la mémoire, en tout cas les rétentions avec ce dispositif. C'est qu'on peut augmenter en tout cas la consolidation de certains souvenirs à l'aide de ces petits sons pendant le sommeil. Donc c'est sur ça qu'on travaille en fait beaucoup actuellement. Oui. D'accord. Bon, une dernière question avant de passer aux questions du public. Je voulais savoir, après toutes ces technologies, vous qui pratiquez la méditation à titre personnel, si justement il ne valait pas mieux méditer pour booster sa concentration et donc ses capacités in fine. Bon, moi, je pense qu'on peut faire les deux. On peut faire les deux. C'est pas incompatible. Comme je vous l'ai dit, je pense que la méditation est quelque chose de beaucoup plus profond, et donc vous avez accès à votre expérience de manière directe, et là, il n'y a pas besoin de technologie. Par contre, la technologie peut aider dans d'autres domaines. Ça permet d'aider justement
en tout cas commencer à méditer. Je pense que c'est quelque chose qui motive énormément. Ou en tout cas, on peut trouver des stratégies qui permettent de mieux méditer. Donc c'est quelque chose qui est complémentaire. C'est comme ça qu'on peut le voir. Et le sommeil, par exemple, c'est un domaine dans lequel on a parfois du mal à aussi avoir accès directement. Donc la technologie peut aider ici. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Vous voyez, on ne devient pas des cyborgs, on ne devient pas des machines avec des puces implantées. C'est plutôt la technologie, d'après moi, n'est pas totalement incompatible avec ce qu'on peut appeler le développement personnel, hein. C'est-à-dire qu'on peut aider, la technologie peut aider d'une certaine manière jusqu'à une certaine limite, au parti le bien-être. C'est qu'on devient conscient des éléments qui apparaissent dans notre corps de manière peut-être de manière plus aiguë et plus. Et donc je pense que la technologie peut aider jusqu'à une certaine limite à prendre plus conscience de soi-même. Donc Ça améliore la connaissance de soi. ça améliore la connaissance de soi, on n'est plus aussi actif aussi par rapport à son corps. Donc ça ouvre, à mon avis, un domaine très intéressant. Donc c'est pas le rêve transhumaniste qu'on devient des robots. Donc on est très loin de ça. Et donc si vous n'avez plus envie de la technologie, vous l'enlevez et vous faites une promenade dans la forêt. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais prendre les questions dans la salle. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence que j'ai trouvée très intéressante. Ce casque Rhythm and Dream, là, c'est aussi en vente. Ça va remplacer les somnifères. Ça va être en vente dans quelques mois. Donc, je crois que c'est avril, c'est la date où ils vont sortir leurs produits, mais vous pouvez l'acheter partout. Donc, c'est vraiment grand public. Et donc, effectivement, c'est une alternative aux somnifères qui pourrait être une. Vous savez très bien que des substances pharmacologiques ont parfois des effets secondaires importants. Et les somnifères, il ne faut pas les prendre trop longtemps. Donc, ça pourrait être effectivement une alternative non médicamenteuse, peut-être pour améliorer le sommeil, effectivement. Ouais. Et les enfants, alors? Oui. Les neurotechnologies et les enfants? Ah oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être élaborées dans votre laboratoire? Non, pas directement, mais ce qui est parfois utilisé, c'est pour des enfants qui ont des troubles de l'attention. Donc, vous l'avez peut-être un peu compris tout à l'heure, on peut travailler sur l'attention à partir d'un neurofeedback. Et c'est utilisé pour les enfants qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est mieux que la Ritaline. Donc, c'est mieux que la Ritaline, c'est une alternative réelle. Donc, bien sûr, dans un contexte médical, sous prise en charge d'un neurologue, le neurofeedback est quelque chose qui est maintenant de plus en plus accessible. Et une start-up française qui s'appelle Mencia également en train de développer ça dans un contexte médical. Donc, vous pourrez partir de votre médecin avec une tablette et avec un système semblable, et l'enfant peut s'entraîner à faire. Finalement, c'est comme des jeux vidéo un peu, mais sans manette, et dans lesquels il y a un bénéfice thérapeutique qui pourrait être là. Dans votre aussi. livre, d'ailleurs, vous parlez beaucoup du bénéfice des neurotechnologies pour les seniors. Oui. Le neuroraceur, c'est ça, le jeu Exactement, avec oui. la route et les panneaux, et Oui. à quel point ça peut Exactement. améliorer Donc, les les compétences. nouvelles technologies sont aussi pour des gens qui sont plus âgés. C'est connu que dans les maisons de retraite, le vie a beaucoup de succès parce que ça permet aux personnes âgées sans vraiment beaucoup de mouvements participer à des activités collectives. Déjà, ça, c'est formidable. Mais effectivement, ça permet de suivre de manière beaucoup plus précise, par exemple, les mouvements. Chez des gens qui ont des Parkinson, par exemple, vous pouvez beaucoup mieux suivre avec des capteurs connectés en fait, les mouvements et aussi la dégradation des mouvements. Donc, c'est très utilisé, à mon avis, dans un contexte un peu clinique. Mais c'est vrai que les jeux vidéo ont montré une certaine efficacité, ou certains jeux vidéo, une certaine efficacité chez les seniors. Donc à tout âge, on peut booster ses capacités, et donc il y a des jeux qui sont dédiés maintenant aux seniors pour améliorer en tout cas l'attention ou le multiplexage de l'attention. Donc effectivement, c'est un domaine, la silver economy est un domaine qui se développe énormément, et donc effectivement, ce genre de technologie connectée pourrait être aussi ouverte aussi pour les gens un peu plus âgés. Oui. Comment les Français se positionnent dans ce marché des neurotechnologies? Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de startups qui sont françaises, donc j'en ai présenté quelques-unes aujourd'hui. Bien sûr, il y a une influence très nord-américaine et californienne, donc il y a beaucoup de startups qui sont américaines, mais néanmoins, je pense que la France et l'ICEM, mon institut, favorise un grand nombre de ces startups, mais la France est, je pense, dans le Une carte à peloton, jouer. le peloton de tête, d'après moi. Oui. Oui. Oui, moi j'ai vu sur Internet qu'il y avait aussi des techniques d'ondes cérébrales, donc mode alpha pour la
la relaxation, etc. D'autres qui peuvent booster, d'autres qui peuvent concentrer, etc. Est-ce que c'est dans le même registre de ce que vous... Oui, c'est exactement ce que j'ai montré C'est tout le à même, l'heure. c'est le même Ouais. système. Le même système, donc en tout cas c'est le même phénomène physiologique. Donc vous avez tout le monde a ses activités dans le cerveau lorsque vous vous relaxez. Donc c'est une activité à 10 Hz, 10 cycles par seconde, une onde particulière qui est liée à cet état de calme et de relaxation. Si par exemple on écoute de certains sons, certaines musiques avec des ondes différentes, Exactement, oui. donc ça marche aussi. Effectivement, il y a l'effet de la musique est connu sur le cerveau. Il y a des systèmes effectivement qui utilisent des simulations, ce qu'on appelle les simulations binaurales. J'en parle dans mon livre. Donc il y a des sons qui sont peut-être privilégiés pour améliorer la relaxation. Donc effectivement, il y a un ensemble de systèmes qui existent dans le commerce pour d'une certaine manière créer des sons qui sont plus. Néanmoins, il y a moins d'évaluations scientifiques dans ce domaine. Donc, je suis un peu plus prudent par rapport à ces techniques parce que les effets ne sont pas vraiment prouvés scientifiquement. Il y a aussi un domaine dans lequel ce qu'on appelle des drogues électroniques. Donc, ce sont des sons qui semblent créer des états de transe ou des états un peu hallucinatoires que vous trouvez aussi sur le chamanisme. le chamanisme. Mais là, c'est un peu. Donc, ce sont des sons que vous entendez comme des doses que vous prenez. Il y a tout un commerce sur Internet autour de ça. Et là, je suis très sceptique par rapport à l'efficacité. Ça donne souvent plutôt mal à la tête que créer des effets hallucinatoires. Donc les sons, à mon avis, la musique, une bonne musique, certaines sonates de Mozart sont connues pour avoir un effet sur le cerveau. Surtout pour clarinette de Mozart est parfait pour s'endormir. Bon, c'est suffisant là. Ouais. Je l'utilise tous les jours. Oui, merci encore pour ces éclairages. Nous avons l'impression de passer assez rapidement, avec tout ce que vous nous avez fait découvrir, d'un domaine qui est un domaine spécifique, qui peut être hospitalier, clinique, etc., Oui. par rapport à toutes ces investigations, et d'un seul coup de passer effectivement directement au public. Oui. Ce qui effectivement pose pas mal de questions. Vous l'avez Exactement. soulevé, vous avez fait les mises en garde par Oui. rapport à ça. D'une part, à cet égard, est-ce que vous avez même parlé de législation et à votre Oui. avis d'une nécessité de législation? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont, si je peux m'exprimer ainsi, un peu déjà dans les cartons par rapport à ça? Non. Non, pas encore. Donc, non, la loi de bioéthique, c'est 2004. Donc, depuis ce moment-là, il y a une consultation du comité d'éthique qui a eu lieu, je crois, en 2012. Hein. Mais néanmoins, il y a peu de législation actuellement. Il y a peu de débat autour de ça. Donc, je pense que ces technologies sont en train d'apparaître. Donc, il y a une sorte de vague technologique d'innovation qui apparaît. Donc, souvent, en France, en fait, on attend que la vague soit passée pour commencer à parler de législation. Je pense que c'est aussi la motivation de mon livre de dire que ces choses commencent à apparaître, commencent à être disponibles, et il faut commencer à penser un peu aux effets négatifs. Hein. Voilà, bien sûr, c'était le sens de mon interrogation et de ma question, parce qu'effectivement, on a l'impression que ça va très très vite avec un Exactement, accès très simple, immédiat, et qui pourrait être très vite généralisé avec toutes les questions qui se posent. Oui, je parle de ubérisation de nos cerveaux, donc c'est-à-dire que ça peut aller très vite. Hein, ouais. Nous sommes d'accord. En revanche, sous un autre aspect, est-ce que vous pensez, par exemple, dans certains domaines d'exercice en dehors du domaine hospitalier, clinique, etc., spécialisé, que ça pourrait rendre service, je dirais, à un certain nombre de praticiens dans différents types de domaines? Vous avez tout à l'heure évoqué un petit peu l'éducation, comme ça peut être autre chose. Ça peut être par rapport dans le domaine du handicap, où les handicaps ne sont pas toujours faciles à localiser, notamment pour permettre de mieux cerner des problèmes cognitifs ou des choses de cette nature. Oui. Bon, c'est un champ très large, hein, donc il y a effectivement énormément de choses à faire et probablement. Non, cette notion de monitoring de l'État est quelque chose qui est très intéressant. Il y a des maladies qui sont intermittentes, c'est-à-dire que l'épilepsie est un exemple. Donc on est malade en fait une toute petite partie du temps et le reste du temps tout va bien. Donc pour ce type de pathologie dans laquelle en fait il y a un aspect intermittent, effectivement ce genre de technologie permettent un suivi beaucoup plus précis en fait de tous ces états. Donc ça pourrait effectivement être intéressant pour différentes pathologies dans lesquelles il y a des manifestations qu'on peut dire paroxystiques qui apparaissent de manière intermittente. La schizophrénie, par exemple, c'est un exemple. Donc il y a plusieurs problèmes, maladies neurologiques dans lesquelles en fait ce genre de technologie pourrait être en fait très, très adapté. Là où je vois qu'il y a des changements, c'est au niveau des troubles de l'attention. Donc là, les généralistes les neurologues auront ça comme une forme de dans leur arsenal thérapeutique, comme avec les médicaments. Donc c'est ça qui, à mon avis, est intéressant, c'est que ces technologies vont apparaître également chez votre neurologue.
peut-être chez votre psychologue également. Je parle dans mon livre en fait des jeux vidéo qui sont bien contre la dépression. Donc il y a un certain nombre de recherches qui se font et peut-être si vous allez un jour voir votre psy, vous allez recevoir un jeu vidéo qui permettra d'augmenter un certain nombre ou de moduler un certain nombre de vos activités émotionnelles. Donc ça mais ça reste encore ouvert. Et il n'y a encore rien de. C'est également, merci. Oui. Vous avez un petit peu répondu. Moi, je voulais demander, après un traumatisme comme un AVC, par exemple, Oui. vous avez parlé des nouvelles connexions Oui. entre les neurones. Comment quelqu'un qui a eu un AVC, est-ce qu'il peut porter un casque pour activer ces fameuses connexions et améliorer des séquelles physiques, par exemple, comme paralysie des membres, des choses comme ça? Bon, je ne suis pas au courant de recherche dans ce domaine, je dois le reconnaître. Donc, je sais que ces simulations électriques sont utilisées aussi dans les cas pour la rééducation, donc dans le cadre bien sûr de la clinique et de la recherche. Mais en ce qui concerne ces techniques neurofeedback, je ne suis pas au courant de choses. Le problème avec les AVC, c'est que vous avez un accident cérébral qui est parfois très localisé dans le cerveau. Ce type d'enregistrement est quelque chose qui est très grossier. Donc, c'est un état de vigilance qui est très global de votre cerveau. Donc, vous ne descendez pas véritablement au niveau des détails de choses qui sont parfois perturbées ou détruites. Donc, c'est probablement plus difficile d'utiliser ce genre de technologie pour des accidents cérébraux qui sont extrêmement précis. Oui. Oui, j'avais une question, savoir si l'usage excessif de l'ordinateur ou de la télé ou de la radio, donc usage domestique, peut avoir un effet néfaste sur le cerveau, en fait. Oui, bon. Ça sort un peu du cadre, un peu Ouais. de ce que je dis, bien sûr. Je pense qu'il y a un effet négatif qui peut avoir lieu, mais c'est très général. C'est difficile pour moi de rentrer dans le détail ici. Donc là, disons, l'informatique est utilisée de manière intermittente. On n'est pas toute la journée devant son écran en train de faire ce jeu. Donc, je pense qu'il n'y a pas ce type d'addiction qui peut apparaître avec ce type d'objet connecté. Mais c'est vrai qu'effectivement, cette fascination qu'on peut avoir, et on l'a vu tout à l'heure, c'est la quantification de soi, donc des gens qui sont tout le temps en train de se mesurer, de s'observer, est une forme d'addiction qui peut apparaître, qui est comparable peut-être à une addiction que vous avez devant des médias ou enfin, les gens qui sont tout le temps branchés sur leur téléphone portable. Donc là, il faut peut-être un peu faire attention à ce qu'on fait dans ce domaine. Ouais. Bonsoir. Alors, vous êtes chercheur, donc vos travaux sont financés par le gouvernement. Oui. On voit des applications qui peuvent avoir des effets très positifs sur la société. Oui. Est-ce que le gouvernement ou des États cherchent à rendre ces neurotechnologies sous forme de services publics, comme quand il y a eu le téléphone, ça s'est démocratisé par des sociétés de services publics. Est-ce qu'il y a des choses, parce que là vous parlez des filières commerciales, mercantiles, mais est-ce que ça peut être accessible à tous, parce que les tarifs sont soit pour certains paraissent peu conséquents par rapport au prix des premiers prototypes, mais c'est quand même pas accessible à tous. Bon, donc, si ça rentre dans un cadre, est-ce qu'il y a des projets, si ça rentre dans un cadre médical, c'est-à-dire que là, je pense qu'à un moment donné, certains produits vont être remboursés par la sécurité sociale, j'en suis persuadé. Effectivement, d'autres produits plutôt bien-être, je ne pense pas que l'État va vous payer des casques comme ça. Et ça pose aussi le problème dont je parle un peu, c'est-à-dire qu'une sorte de société de vitesse dans laquelle vous auriez, d'une certaine manière, des gens qui ont accès à peut-être à des technologies d'amélioration et d'autres qui ne l'ont pas. Donc ça, effectivement, cette forme de fracture numérique nouvelle pourrait apparaître aussi avec ce genre d'objets. Effectivement, c'est plusieurs centaines d'euros, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Ça, c'est vrai. Oui. Est-ce que vous avez des applications dans le domaine de la créativité? Par exemple, le domaine littéraire, artistique, musique, peinture? Je voudrais bien... oui. Domaine de la créativité...
Pas que je sache directement, pas que je sache, mais bon, ces états, disons, de calme, de relaxation, sont souvent en fait propices à Favoriser favorisent parfois l'écriture, donc, mais pas directement en fait la créativité artistique, effectivement. Oui, bonsoir. Donc, merci Oui. pour votre intervention. Oui. Une question par rapport à l'équitabilité. Donc, vous disiez le dopage sur les stimulations électriques. Oui. Et je voulais revenir sur le deuxième problème que ça posait, donc les effets secondaires. Oui. Je voulais savoir si, à long terme, ça détruisait donc les corps cellulaires des neurones, ou bien ça diminuait le nombre de synapses, donc connexions. Oui, les hypothèses On ne sait pas très bien, en émises. fait. On sait pas très bien les conséquences négatives. Probablement, ça entraîne des réorganisations. Donc, ce coût cognitif, c'est-à-dire qu'une fonction est améliorée, mais d'autres, d'une certaine manière, par une sorte d'équilibre, sont détériorées. Donc, c'est probablement, en fait, au niveau de l'architecture de votre cerveau, vous avez des transformations qui se font. Mais c'est totalement inconnu. Donc, c'est pour ça que je mets un peu en garde qu'il faut effectivement faire des études beaucoup plus, disons, poussées sur les effets secondaires négatifs de ce genre de technologie. Mais probablement, ce sont des formes de nouvelles neuroplasticité qui se mettent en place liées à ces technologies. Oui. Bonsoir. Je vais sortir des nouvelles technologies. Vous avez mentionné la régénération des cellules du cerveau pendant le sommeil profond. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des études sur la régénération hors sommeil? Est-ce que c'est possible? Par exemple, pendant un jeûne diététique, un jeûne thérapeutique, est-ce que ça a déjà été mesuré? Non, ça, je suis pas au courant non, pas au niveau de ce jeûne, mais j'imagine que certaines ondes de relaxation doivent avoir un effet qui est relativement semblable. euh, euh, donc, après une bonne nuit de sommeil, vous avez cette impression d'être régénéré, vous avez l'esprit clair. Ce même effet, en fait, vous l'avez souvent après la méditation, par exemple, ou lorsque vous avez écouté un concert de musique qui vous a plu, vous avez vraiment un état de calme, vous êtes, et donc il y a probablement un certain nombre d'états aussi. Après du sport aussi. Après le sport, exactement. Donc il y a probablement des multiples situations dans lesquelles on peut bénéficier de ce genre d'état probablement favorisant avec une sorte de réparation cellulaire aussi qui apparaît, mais c'est pas connu au niveau d'autres états que le sommeil. Mais le sommeil, c'est très très bien connu. On connaît bien le mécanisme et donc en particulier en ce qui concerne donc la maladie d'Alzheimer, hein, c'est souvent en fait les premiers signes qui apparaissent, c'est-à-dire que des troubles de sommeil apparaissent, des troubles de la mémoire apparaissent également. Donc beaucoup de chercheurs pensent effectivement qu'il y a une sorte de boucle négative qui se met en place à ce moment-là. Donc au niveau du sommeil, il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement au niveau de ces mécanismes de régénération liés au sommeil lent. Oui. Moi, je suis surprise que les médecins attachent aussi peu d'importance au sommeil. Par exemple, c'était ponctuel, c'était par exemple la canicule, des personnes qui ont eu beaucoup de problèmes à dormir pendant cette période, Oui. et les médecins ne les ont pas arrêtés. Et ces personnes ont mis des mois à se remettre de la période canicule, et je suis surprise. Est-ce Oui. que c'est vraiment aussi grave d'arrêter une semaine des personnes Oui. pour qu'elles se remettent après une canicule et de les laisser pendant des mois se remettre d'une canicule parce qu'elles ont eu des problèmes de sommeil énormes? Non, Je suis très surprise oui, de je suis l'attitude d'accord. des médecins là-dessus. Oui. Non, je suis d'accord que le sommeil est moins considéré dans nos sociétés, de la performance en particulier. Donc, je pense que c'est vraiment très important de prendre soin du sommeil. Et c'est, je pense, une manière très simple de prendre soin du cerveau et de toute cette merveilleuse plasticité. Le sommeil est un état de régénération qui est vital. Donc, si vous ne dormez pas, vous mourrez. Donc, c'est assez simple. Donc, il faut prendre en compte effectivement les bienfaits du sommeil qui sont très importants. Oui. Oui. Alors, une dernière, alors. Hein. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur la méditation. Quand on a tendance à être un peu hyperactif, justement, on peut avoir tendance à être réticent. C'est-à-dire que personnellement, j'ai déjà essayé une séance de méditation, Oui. mais ne rien faire, c'est un stressant. peu... Donc, quelle est la meilleure façon de s'y mettre? Est-ce qu'il faut se forcer à aller en cours de méditation? Est-ce que les applis sont efficaces quand on est un peu réticent, mais qu'on en aurait besoin? Quelle est la meilleure façon de s'y mettre? Bon, je pense qu'il y a multiples manières de s'y mettre suivant les personnalités. Et ce type de système pourrait être un premier pas pour des gens, pour un peu plus prendre en compte un certain nombre d'éléments, mais chacun
à son chemin par particulier, je pense. Mais simplement la prise en compte que vous avez fait à l'instant de justement cet état est déjà un bon signe que ça a un peu marché quand même, hein. Donc vous avez pris conscience de cet état d'hyperactivité dont on ne prend pas toujours conscience en fait. Donc c'est un bon signe que ça a un peu marché quand même pour vous, mais il faut continuer probablement un peu. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante.